Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. On les appelle cold case, ces affaires classées réputées insolubles. Elles résistent parfois plusieurs dizaines d'années aux enquêteurs, avant qu'un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permettent de retrouver la trace des coupables. C'était une jeune fille épanouie, une étudiante lilloise qui jonglait entre ses cours à la fac, les fêtes entre amis et les moments passés avec son petit copain. Mais la vie heureuse de Stéphanie Fauvio, 18 ans, s'est brutalement interrompue le 24 mai 1995. Ce jour-là, Stéphanie est retrouvée morte, étranglée, dans la baignoire de son appartement qu'elle partageait avec une amie. L'enquête va durer 17 ans d'impasse et de fausses pistes avant de découvrir un coupable, a priori insoupçonnable. Vous écoutez l'affaire Stéphanie Fauvio, première partie. Le drame a été découvert un mercredi, une veille de jour férié. Marie Van de Kerkhove, journaliste pour La Voix du Nord. Il y a Karine, la colocataire de Stéphanie, qui vient chercher ses affaires, parce que Karine rentre chez elle près de Saint-Omer, et elle est accompagnée de son beau-frère, Lilian Legrand, et du frère de Lilian Legrand. Quand ils sont arrivés devant la porte, une clé était cassée à l'intérieur. Fabrice Fauvio, frère de Stéphanie. Ils ont décidé de la fracturer pour y rentrer. Ils voient que rien n'a été dérangé, donc ils mangent un yaourt, ils fument une cigarette. Et c'est quand Karine a décidé de les préparer ses affaires de toilette qu'ils se sont aperçus que la porte de la salle de bain était fermée. Donc là, ils défoncent la porte de cette salle de bain. Hervé Guinez, directeur d'enquête à la PJ de Lille. Et là, ils découvrent malheureusement le corps de Stéphanie Fauvio, qui est appuyée les fesses sur le rebord de la baignoire, la tête en partie immergée dans l'eau. Elle porte un peignoir mais complètement dévêtu parce que le peignoir est ouvert. Donc ils prennent une couverture, ils jettent ça sur la victime et là, ils appellent les secours. Allô, commissariat de police ? Oui. Excusez-moi, c'est pour une urgence. Il faut que vous veniez tout de suite au 52 rue Fédère, au 5e étage. Et on y va. On est sur place. C'est pas un cambriolage. C'est une découverte de cadavre dans la salle de bain. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une jeune femme. Nous sommes au 52 de la rue Fédère, à Lille. Daniel Scrobala, policier scientifique de Lille en 1995. On avait été appelé pour procéder aux constatations pour une personne décédée à domicile. C'était au 5e étage que tout se passe, en fait. On se dirige principalement vers la salle de bain où il y a le corps de la victime. On trouve assez bizarre la position de la jeune fille. Alors, est-ce que c'est un accident ? Il y avait du sang, mais on s'est dit, est-ce qu'elle n'est pas tombée en arrière ? Quelqu'un parle de suicide. Après, on nous parle que est-ce que c'est pas un cambriolage qui a mal tourné et que l'auteur aurait été surpris par la jeune Stéphanie Fauvio. Il y a plusieurs hypothèses à ce stade de nos constatations. On fait tout de suite quand même des photos pour fixer les lieux. Il n'y a pas de traces de désordre, il n'y a pas de traces de lutte pour nous. On a fait des recherches de traces papier à la poudre à l'époque, donc dans la salle de bain. Quand on voit la jeune fille, on découvre qu'il y a un poil au niveau du ventre. Et c'est là qu'on se dit, là c'est un élément intéressant et on le prélève tout de suite. Ça nous a marqué parce qu'on commence à nous parler justement que sur des scènes, il faudra penser à prélever maintenant tout ce qui est poils, cheveux, mégots, parce qu'on commence à parler depuis quelque temps de l'ADN. Lorsque le médecin légiste arrivera sur place, il constatera assez rapidement un traumatisme crânien. Gildas Brochen, avocat de la famille Fauvio. Donc, si vous voulez, l'hypothèse d'un crime et non d'un suicide va très vite retenir l'attention des enquêteurs. Les conclusions de l'autopsie vont révéler 3 fractures crâniennes,
des traces de strangulation. C'est la strangulation qui a été la cause principale de la mort. C'est Valérie, la sœur aînée de Stéphanie, qui la première va être avisée du décès de sa sœur. Et donc la pauvre Valérie, lorsqu'elle apprend cela, elle décide donc de partir pour aller prévenir ses parents, qui étaient partis dans leur caravane au Tréport. Et donc ça va être un bouleversement. Les parents de Stéphanie se sont à ce moment-là totalement perdus. Et ils ne parviennent pas à joindre Fabrice, qui est sorti en discothèque ce soir-là. Je m'amusais pendant que ma sœur était morte. Fabrice Fauvio, frère de Stéphanie. Qu'elle avait été tuée. Mon père croyait pas que c'était sa fille. Donc on lui avait déconseillé de voir le corps de Stéphanie. Mais mon père a été à l'Institut médico-légal de Lille. Et il a voulu à tout prix, en espérant que ce soit quelqu'un d'autre. Je suis réveillée le matin par un cri de ma mère. Véronique Ruguet, meilleure amie de Stéphanie. Elle est en train de lire le journal et c'est un article qui annonce le décès d'une jeune étudiante de Huizerne dans sa baignoire, voilà, à Lille. Pourquoi lui faire ça à elle? Pour nous, c'était incompréhensible. Vraiment. Pourquoi lui faire autant de mal? C'était pas possible. On voyait pas qui pouvait lui en vouloir. Et on part à la maison de Steph à Huizerne pour savoir, parce qu'en fait, moi, je veux pas y croire, je veux pas accepter. C'est pas mon amie, c'est pas elle. On s'est connus au collège, donc on est devenus amis depuis la 6e. On habitait à la base toutes les deux Équerdes, qui était un petit village, il y avait très peu de choses à faire. Et donc on a eu une jeunesse simple mais heureuse, plein de bons souvenirs. Son papa travaillait à la papeterie, il était contremaître à la papeterie de la qui était à Huizerne. Sa maman était couturière, elle travaillait dans un magasin à Saint-Omer. Mes parents se sont sacrifiés pour leurs enfants, pour leur offrir le nécessaire pour des vacances. On visitait la France. Chaque année, on changeait de coin de France. On se baladait en caravane. Nous, les enfants, on avait une tente. C'était très familial. Et on partait au sport d'hiver. Les parents ont toujours été très cool. Et on était les rois, quoi. Stéphanie, c'était une fille qui aimait les autres, qui aimait la vie. Elle avait la bouille pétillante, quoi. Elle avait toujours le sourire. Quand on n'avait pas trop le moral, rien qu'à la regarder, un peu clown aussi. Donc, c'est un personnage. Elle plaisait beaucoup. Par contre, elle n'était pas du tout volage. Elle était très fleur bleue, très romantique. Donc, elle voulait trouver l'homme idéal, le prince charmant. Elle a rencontré Vincent, elle devait avoir 16 ans. Il était venu à la fête foraine. Voilà, c'est parti entre eux. Et puis, c'était l'amour, quoi. L'amour fou entre eux. Et voilà. Elle était très studieuse. Elle était en études supérieures de mathématiques. Elle était très contente de partir à Lille. En plus, en coloc, avec Karine, une de ses copines de classe du lycée. Non, elle était très, très heureuse d'avoir cette indépendance. Rien n'attire particulièrement l'attention dans la vie de Stéphanie Fauvio. Alors, pour démarrer leur enquête, les policiers commencent de manière classique. Ils interrogent son entourage. Sa colocataire d'abord, la dernière personne à l'avoir vue vivante.
Lorsque les policiers examinent l'appartement, ils vont très vite se rendre compte que les affaires de Stéphanie ont été dérobées. Son sac à main, sa carte bleue, quelques bijoux. Gildas Brochen, avocat de la famille Fauvio. Cela va permettre aux enquêteurs de supposer l'existence d'un cambriolage qui tourne mal. On pense forcément à un crime crapuleux. Mais après, la piste du cambrioleur est écartée parce que la porte, en fait, est fermée avec une clé cassée dedans. Déjà, un cambrioleur, il ne va pas prendre la peine de refermer une porte à clé et puis d'enlever la clé. Et il n'y a pas de trace d'effraction extérieure. À savoir qu'on n'a pas pris un pied de biche pour ouvrir la porte. On a plus l'impression que quelqu'un a voulu faire une mise en scène en faisant croire à un cambriolage qui tourne mal. Les soupçons se sont portés sur Karine parce qu'on a dérobé uniquement des biens qui appartenaient à Stéphanie. C'est vrai que les objets qui appartenaient à Karine n'ont pas été dérobés. Va subsister un collier qui appartenait à Karine, va subsister également le chéquier de Karine. Les policiers vont s'intéresser à Karine du fait d'une dissension un peu naissante et une mésentente entre deux jeunes filles qui vivaient ensemble depuis quelques mois en colocation. Stéphanie était peut-être plus sociable et moins réservée que Karine. Stéphanie aimait bien recevoir des amis à l'appartement, ce que ne faisait pas Karine. Elles vont se rendre compte qu'elles sont complètement différentes. Vous devez vous partager les courses, partager le chauffage, partager la salle de bain. Des choses très bêtes, mais qui du coup mettent une très mauvaise ambiance. Véronique Ruguet, meilleure amie de Stéphanie. Et Stéphanie était très jalouse de Karine sur Vincent. Parce que Karine avait des petites attentions. Elle lui ramenait des confitures spécialement pour lui, au parfum qu'il voulait, enfin des choses comme ça. Et Steph était très jalouse sur ça. Et elle trouvait que Karine minaudait un petit peu avec Vincent et du coup, elle appréciait pas du tout la chose. Elles avaient des petites disputes. Alors, est-ce que ça pouvait pas être un mobile ? Marie Van de Kerkhove, journaliste pour La Voix du Nord. Est-ce que, effectivement, un dépit amoureux ? Est-ce que Karine n'avait pas des vues sur Vincent, le petit ami de Stéphanie ? Ça, c'était aussi une des thèses des enquêteurs. Elle va être tout au long de cette procédure placée à 3 reprises en garde à vue, entendue plus de 8 fois. Mais à chaque fois, elle contestera les faits qui lui sont reprochés. Donc elle va être cuisinée, mais cuisinée vraiment par les enquêteurs. Ça n'a rien donné. En fait, Karine, c'est tout simple. À l'heure supposée de la mort de Stéphanie, elle est en train de passer ses examens. Donc la Libye, elle l'avait. Dans un premier temps, ils ont peut-être cru à ça, mais nous, personnellement, on n'y pensait pas trop. Fabrice Fauvio, frère de Stéphanie. Je pense que des engueulades de copines pour arriver à un meurtre, non. C'est pas cohérent. Lors de l'enquête, on va faire une analyse toxicologique de Stéphanie. Gildas Brochen, avocat de la famille Fauvio. Une première expertise va conduire à la présence de tranquillisants et de codéine. Et puis une deuxième expertise va révéler la présence de molécules laissant penser à une prise d'héroïne par Stéphanie. Cette prise d'héroïne, elle aurait eu lieu dans un laps de temps compris entre 1 heure et 3 heures avant le décès de Stéphanie. Pourquoi pas une histoire avec un toxico ou un dealer qui aurait mal tourné, qui réclamait de l'argent. C'est dur quand on salit votre sœur en disant que c'est une droguée, quoi. Sachant que c'est pas vrai. Déjà, impossible d'avoir l'argent pour acheter, et puis ça se voit, quelqu'un qui se drogue régulièrement. Donc, pour nous, c'était inimaginable. L'une des thèses, c'est que Stéphanie, qui habitait dans le quartier de la gare de l'île Flandre, où il y a beaucoup de dealers, Jean-Michel Faure, dernier juge d'instruction de l'affaire, aurait pu ouvrir le matin sa porte à un vendeur d'héroïne. Ils n'arrivent pas à expliquer comment elle aurait pu l'ingérer. L'autopsie ne nous parle pas de piqûre ou de quoi que ce soit. Quelques mois après, une équipe cynophile va se rendre dans l'appartement avec un chien pour essayer de voir si le chien marque à différents endroits et trouve de la drogue. Il ne va rien trouver du tout, il ne va marquer à aucun endroit de l'appartement. C'est mes parents qui ont demandé au juge de faire une contre-expertise. C'est là que ça prouvait que Stéphanie avait été droguée le jour même et qu'elle ne prenait pas de drogue habituellement. Mais que faisait l'héroïne dans le sang de Stéphanie ? Est-ce que son agresseur a pu la droguer ? Il y a ce paradoxe
Il y a une présence d'héroïne dans le sang de Stéphanie, mais Stéphanie n'était pas une toxicomane. Après cette piste de la drogue qui ne mène à rien, les enquêteurs vont s'intéresser à un élément de la scène de crime qui peut être déterminant. Le poil pubien retrouvé sur Stéphanie, dont ils espèrent extraire un ADN. Grâce au poil pubien sur le nombril de Stéphanie, on va retrouver donc un ADN masculin. Et donc là, pour nous, c'est bingo. On se dit, alors là, c'est bon, on a, grosso modo, on a l'identité de l'auteur. Ça, je me souviens que ça nous a marqué. C'est un élément important parce que les constatations médico-légales vont mettre en évidence des violences à caractère sexuel. Jean-Michel Faure, dernier juge d'instruction de l'affaire. Dès lors qu'il y a eu des violences à caractère sexuel, on pense que c'est peut-être le poil pubien de l'agresseur. On met tous nos espoirs dedans, on se dit que c'est bon. Véronique Ruguet, meilleure amie de Stéphanie. Le coupable a fait l'erreur qu'il ne devait pas faire et que du coup, on va trouver qui est. Donc du coup, les tests ADN sont faits en cercle autour de tous ses proches. Donc ça commence par son père, son frère, Vincent, et ça s'élargit. Il teste vraiment très large. Toute l'enquête menée par les collègues du commissariat ont tourné autour de ce poil pubien. Hervé Guinez, directeur d'enquête à la PJ de Lille. Il faut se donner le temps pour retrouver les éléments, pour faire des comparaisons ADN. À la télé, la comparaison en 2 minutes. Nous, il y a des moments, il faut attendre 2 ou 3 mois d'avoir un résultat de comparaison. On a comparé avec l'ADN de ce poil. Et forcément, ça a toujours été négatif. Le matin des faits, Karine part en cours vers 8h, 8h05. Stéphanie est vivante, elle va prendre son bain un peu plus tard pour partir en cours. La supposition, c'est que Stéphanie a mis l'eau chaude et le coup de sonnette, en fait, est intervenu, elle a pas eu le temps de mettre l'eau froide, parce que l'eau était bouillante, vu qu'elle a été ébouillantée. Elle ouvre volontairement, elle est en peignoir, elle va pas ouvrir non plus à n'importe qui. Ça veut dire que Stéphanie a ouvert à la personne qui l'a assassinée. Donc c'était forcément une connaissance. Et c'est une fille très prudente, même limite peureuse. Encore à l'âge de 16 ans, elle regardait encore sous son lit. Avant d'aller se coucher la nuit, elle vérifiait que les portes soient fermées, que le gaz soit éteint. Oui, c'était presque des tocs. Stéphanie n'aurait jamais ouvert la porte à quelqu'un qu'elle connaissait pas. On savait que c'était obligatoirement quelqu'un qu'elle connaissait. C'était sûr à 100%. Tout le monde pouvait être impliqué. Véronique Ruguet, meilleure amie de Stéphanie. Puisque c'était quelqu'un qui forcément connaissait ses habitudes. Donc on a commencé à douter un peu de tout le monde, malheureusement. Donc moi, je me souviens déjà dès le début d'avoir fait une liste de tous ceux qui étaient déjà passés dans l'appartement, dans les copains, les fêtes, les choses comme ça. Il y avait Lilian Legrand, le beau-frère de Karine. Nous, on y pense fortement à Lilian Legrand. On sait très bien que Lilian Legrand a un comportement malsain envers sa belle-sœur. Elle avait avoué à Stéphanie comme quoi qu'il s'était retrouvé une fois dans son lit. Oui, il a eu quelques attouchements assez dire pour rigoler, mais c'est des choses qu'on ne fait pas. Il trouvait toujours l'excuse de venir pour récupérer des affaires à Karine ou autre, ou pour être avec Stéphanie. Stéphanie n'aimait pas trop se retrouver seule avec lui, quoi. Au niveau du regard, au niveau de sa façon d'être, c'était un peu malsain, quoi. Donc en fait, Lilian Legrand, il est auditionné bien sûr, mais il ne va pas être suspecté parce qu'il y a sa femme qui affirme qu'ils étaient ensemble vers 8h, 8h05 dans le Pas-de-Calais. Donc matériellement, ce n'était pas possible qu'il soit à Lille à 8h15. Voilà. Et après, Lilian Legrand, il part faire des travaux chez ses parents. Donc son père dit qu'il est avec lui toute la matinée. Donc matériellement, pas possible d'être à Lille en même temps, évidemment. Comparaison poil pubien négatif, un alibi fourni par son père, forcément la piste est abandonnée, quoi. Et après, le temps passe et le coupable toujours pas désigné. Donc on commence à chercher autour de nous, à poser des questions. Et ma mère a mené l'enquête au détriment un peu de sa famille.
Noter les choses qui lui semblaient bizarres ou une vraie inspectrice. Tous ces renseignements, le donner aux inspecteurs de police. Elle décortiquait chaque audition, chaque fait. Elle essayait de retrouver sur une petite ligne que quelqu'un aurait dit que machin. Elle tirait le fil jusqu'au bout et elle demandait des analyses, elle remettait des pièces. Elle me disait tout le temps, il faut que je relance, même si ça c'est un peu inutile, il faut que je relance le dossier pour pas qu'il soit fermé. Elle le savait et elle jouait là-dessus. L'enquête, pour ma mère, c'était sa béquille. Elle se raccrochait qu'à ça, quoi. Elle voulait savoir qui a tué sa fille. Et elle n'a jamais rien lâché, quoi. C'était le combat de sa vie. La famille se mobilise et distribue des tracts sur le campus de la Cité scientifique. Marie Van de Kerkhove, journaliste pour La Voix du Nord. L'année d'après, il passe dans témoin numéro 1 chez Jacques Pradel pour essayer de susciter des témoignages. Et en fait, rien n'avance. Et c'est quelque chose qui taraudait les enquêteurs, qui sont toujours mobilisés. Moi, j'y pensais aussi régulièrement. Et on se faisait fort aussi, quasiment tous les ans, de remettre cette affaire sur le devant de la scène. Cette affaire qui n'était toujours pas résolue. On se disait, on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait faire. Daniel Scrobala, policier scientifique de Lille en 1995. On était déçus par ce qu'on avait fait. Et vous dites, malheureusement, plus les années passent, plus l'auteur des faits, il va s'en sortir et il y a un sentiment d'injustice parce que d'ailleurs Stéphanie a toute une famille, il ne faut pas l'oublier. Et si les gens croient que ça ne nous touche pas, ils se trompent. Ce qui a marqué l'opinion publique aussi, je pense que c'est la douleur de ses parents. Les Fauviot, c'est un couple très attachant, des gens simples au bon sens du terme, qui avaient une fille solaire, gentille, jolie. Et il leur arrive le pire. Tous ces gens, tous ces enquêteurs, ces magistrats ont été touchés par les Fauviot. Et je pense qu'ils en ont fait une affaire personnelle pour beaucoup. Il fallait rendre justice aux Fauviot. Il fallait qu'on trouve l'assassin de Stéphanie. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Jean-Pierre Vergès. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.